Mais écoutez, cet atelier a été tout d'abord très riche. Ça, c'est la première chose. Ce qu'il faut retenir de cet atelier, c'est que nos territoires, et je parle donc des territoires de la Martinique et de la Guadeloupe en particulier, mais les mêmes caractéristiques peuvent être appliquées à la Guyane française et aussi à la Réunion. Mais ce qu'il faut retenir de cet atelier, c'est que nos territoires sont extrêmement vulnérables face au changement climatique et particulièrement face à un phénomène, j'ai envie de dire, connexe au changement climatique, les algues sargasses. Alors, quelques mots sur le changement climatique. Il faut savoir qu'en raison donc, de tout ce que l'homme a produit en termes de polluants et de pollution ces dernières décennies, il a modifié donc, son climat. Le climat, les basses couches de l'atmosphère sont de plus en plus chaudes, la température s'élève de plus en plus, et cela a une conséquence particulièrement sur les territoires micro-insulaires, c'est l'élévation du niveau de la mer. Dans nos régions, Martinique et Guadeloupe, on s'aperçoit que le niveau de la mer s'élève en moyenne d'environ 3 mm chaque année, et ceci entraîne des phénomènes d'intrusion marine, c'est-à-dire que la mer pénètre à l'intérieur des terres, et ceci entraîne donc l'érosion côtière et la disparition des marges côtières. Donc ça, c'est un phénomène qui est quand même très prégnant et qui doit être pris très au sérieux. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons une très forte littoralisation des activités des populations sur nos territoires, et donc en termes d'aménagement de l'espace, c'est une problématique vraiment qui non seulement va s'imposer à nous dans les années à venir, mais qui de toute façon commence déjà à s'imposer à nous. Donc premier élément. Deuxième facteur un peu connexe, si j'ose dire, c'est l'invasion des algues sargasses. Alors des algues qui ne sont pas liées directement au changement climatique, mais qui résultent en partie du changement climatique, je vais m'expliquer. Elles ne sont pas liées au changement climatique parce que ces algues existaient bien évidemment bien avant cette thématique, mais en raison du changement climatique, on s'aperçoit que les courants marins qui traditionnellement ne mobilisaient pas ces algues parce que ces courants ne passaient pas précisément à l'endroit où ces algues stationnaient, si j'ose dire, mais ces courants ont tendance à dériver, à se déplacer, et ce faisant, ils viennent grignoter les bancs d'algues et les exportent vers les Antilles françaises. Alors, maintenant, en deux mots, pour quand même expliquer d'où viennent ces algues, elles viennent essentiellement donc d'Afrique et d'Amérique du Sud. Alors d'Afrique parce qu'on les retrouve prioritairement à proximité de l'embouchure du fleuve Congo, prioritairement à proximité de l'embouchure du fleuve Amazone, et en raison justement d'apports donc en sels minéraux qui sont liés à tous ces produits phytosanitaires que l'on épand sur des zones qui anciennement étaient couvertes de forêts primaires et qui actuellement ont été transformées en surface agricole intensive, tous ces produits phytosanitaires sont lessivés sous l'effet des fortes précipitations, rejoignent les rivières et les fleuves et qui eux-mêmes se jettent en mer. Et comme ces algues séjournent en mer, elles se nourrissent de ces sels minéraux et on a ce qu'on appelle des blooms algaux, c'est-à-dire un développement excessif d'algues, massif d'algues, qui donc se développent en milieu marin. Et en raison de la modification courantologique que j'évoquais précédemment, ces algues sont exportées vers les petites Antilles où elles s'échouent. Le problème de ces algues, si vous voulez, au-delà du problème, j'ai envie de dire, paysager, ce qu'il faut savoir, c'est que ces algues, en s'altérant, vont libérer à la fois de l'ammoniac et de l'hydrogène sulfuré, ce qui va entraîner des odeurs pestilentielles, donc très nocives, bien entendu, pour la santé publique, très nocives pour le tourisme, et puis, de façon plus générale, très nocives aussi pour l'aménagement du territoire, puisque vous avez des populations qui résident en zone côtière, hein, ou des personnes qui vivent du milieu marin, les marins pêcheurs, mais aussi toutes ces personnes qui ont des activités touristiques en milieu côtier et dont l'activité est en train de péricliter. Donc voilà, si vous voulez, les deux grands axes qu'il faut retenir. On voit bien deux situations qui sont difficiles, mais en même temps sur lesquelles il faut capitaliser, et capitaliser, c'est-à-dire tenter de faire de ces difficultés de véritables atouts. Et malheureusement, nous en sommes simplement au début de la réflexion. Il faut tenter de capitaliser sur cette situation, mais c'est vraiment une réflexion collective qui s'avère nécessaire pour y arriver. Mais écoutez, les transitions qui impactent nos territoires sont multiples, hein. On pourrait considérer que ces transitions sont des transitions à la fois sociales, économiques, environnementales, bien évidemment. Mais je crois que l'élément central, si vous voulez, pour ne pas rentrer dans trop de détails, mais l'élément central, c'est
replacer l'homme au cœur du système. Je crois que fondamentalement, sur nos territoires, on parle beaucoup de développement durable, mais on oublie que le développement durable ne se résume pas seulement à la protection de l'environnement ou à une économie qui soit vertueuse. Le développement durable, c'est surtout replacer l'homme au cœur du système, redonner à l'homme sa valeur, une vraie valeur, et par exemple, produire pour nourrir les hommes, mais ne pas produire pour produire. Donc, à partir du moment où on remet l'homme au cœur du système, si vous voulez, on est en prise avec déjà une réalité forte. Alors, les transitions, ce sont des transitions, bien entendu, environnementales. Il faut, sur nos territoires, que nous arrivions à, j'ai envie de dire, franchir ce cap ou ce gap qui est quand même très important, c'est cesser déjà d'opposer environnement et développement, parce qu'on peut parfaitement développer un territoire tout en le protégeant, mais il y a des façons de faire et il faut déjà en être conscient, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, il y a pour arriver, si vous voulez, à ces transitions et pour que ces transitions soient efficientes, il faut fondamentalement que nous comprenions que la transition doit être collective, c'est-à-dire que d'abord, il faut que tout un chacun en soit conscient, et à partir du moment où tout un chacun en est conscient, le groupe va aller vers la transition. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore parce qu'on n'est même pas conscient que cette transition s'avère nécessaire. Donc, il y a encore des personnes qui doutent. Il y a des transito-sceptiques, si j'ose dire, donc des personnes qui ne sont pas conscientes que la transition s'avère nécessaire. Or, cette transition, elle est fondamentale. Si elle n'est pas faite maintenant, j'ai envie de dire de façon maîtrisée et douce, nous nous acheminons doucement vers une révolution, cette fois-ci, qui, comme toutes les révolutions, malheureusement, ne se fera pas dans la douceur. Ben, les évolutions, à mon avis, si justement nous ne prenons pas conscience de l'urgence de la situation et de l'âpreté du problème, je crains malheureusement que nos territoires, qui sont pourtant des territoires pleins de ressources, que nos territoires justement rentrent dans une phase un peu, enfin, j'ai envie de dire une phase de dépréciation. Alors, pour éviter cela, il faudrait justement, et c'est un peu ce que tout le monde tend à mettre en œuvre, mais sans que nous n'y arrivions encore, transformer nos territoires en des territoires d'expérimentation. C'est-à-dire que nos territoires sont petits. Sur ces territoires, les contraintes sont vraiment exacerbées. Il est possible de voir quasiment évoluer ces territoires à vue d'œil. Donc, si nous arrivons à transformer ces territoires en territoires d'expérimentation et que l'État arrive à entendre ce discours en finançant un certain nombre de projets qui seront des projets un peu modèles qui pourront servir ensuite à la France hexagonale, puisque sur des territoires beaucoup plus vastes, il est difficile, si vous voulez, de voir les choses évoluer rapidement, hein, et elles vont prendre beaucoup plus de temps, alors que sur nos territoires, les évolutions sont vraiment très rapides. Si l'État arrive à entendre cela, il est possible à la fois de créer de l'emploi à travers les modèles qui vont être mis en place et en même temps permettre que nos territoires servent, j'ai envie de dire, un petit peu de territoire d'avant-garde ou avant-gardiste, si j'ose dire, pour pallier les problèmes que j'évoquais tout à l'heure, à savoir l'érosion côtière, le changement climatique, mettre en place un aménagement qui soit beaucoup plus durable, pour ne citer que ces exemples. Mais je crois que le déclic, si vous voulez, les RNIT 2018 ont peut-être permis d'une certaine manière ce déclic parce que lors de l'atelier, l'atelier numéro 12 qui a été organisé par le CNFPT de la Martinique, je me suis rendu compte que beaucoup de collègues ingénieurs, enfin en tout cas des ingénieurs qui étaient présents et qui donc sont des ingénieurs qui exercent en France hexagonale, avaient une très mauvaise connaissance de nos territoires. Et donc je crois que le déclic, si vous voulez, il doit d'abord venir d'un effort d'explication mais venant de nous, c'est-à-dire que nous devons expliquer le fonctionnement de nos territoires. Nous devons démontrer que nos territoires ont des atouts, mais que ces atouts sont très souvent perturbés par une méconnaissance donc, du fonctionnement de nos territoires et de leurs caractéristiques. Et à partir du moment où nous aurons fait ce travail d'explication et d'information, il nous faudra encore franchir une autre étape qui est celle de convaincre les élus, alors nos élus, mais aussi les élus au niveau national, pour qu'on ait enfin la reconnaissance de ces territoires d'expérimentation et qu'on obtienne un véritable label territoire d'expérimentation.
Nos parlementaires doivent être des relais. Je crois que, d'ailleurs, c'est leur mission, c'est d'être nos voix, si j'ose dire, au niveau national. Donc, il faudrait, de toute façon, fondamentalement, les impliquer. Et donc, je crois que la prochaine étape à très concrète et à très court terme, c'est d'impliquer nos politiques dans cette démarche qui est une démarche, j'ai envie de dire, collective, qui est une démarche qui est favorable au bien commun, si vous voulez, hein, à cette vision commune et globale que nous appelons tous de nos voeux, c'est-à-dire vivre sur des territoires qui sont sains au sens où nous protégeons notre environnement et où nous sommes en phase et en adéquation avec notre environnement. Mais donc, les politiques doivent être au cœur de ce projet.